deux thèmes très spécifiques, affaire de spécialistes dans la sphère de la dermatologie. Un peu dépourvu, j'ai alors interrogé mon ami le docteur Jean-Paul Claudel, remarquable dermatologue tourangeau, qui n'a pas réfléchi plus de 2 secondes et qui du tac au tac m'a dit « Appelle Antoine Petit de ma part ». C'est un des plus grands spécialistes internationaux. Il a développé une expertise de la dermatologie sur les peaux dites noires et possède en outre une formation en clinique transculturelle qui, au-delà de l'approche chromatique, l'a sensibilisé aux aspects ethniques. C'était les paroles de Jean-Paul Claudel que j'ai réentendues ce matin dans la bouche du professeur Laurent Meunier, qui a fait la conférence d'ouverture, et qui m'a dit « Tu ne pouvais pas trouver meilleur invité que Antoine Petit ». Alors, j'ai suivi les conseils de Jean-Paul Claudel, je suis ravi qu'ils aient été ratifiés par le professeur Meunier, et je suis donc ravi d'accueillir Antoine Petit pour aborder un premier sujet. Le deuxième sera vu demain. Ce soir, nous allons voir donc la couleur de peau. Bonsoir, merci d'être resté si tard, merci à Jacques Matteux de m'avoir invité, merci aussi pour son introduction qui me fait rougir, on commence avec les couleurs. Merci à Emma pour m'avoir déridé de son côté tout en me faisant réfléchir et avoir introduit un petit peu mon sujet. Alors donc, je suis dermatologue, j'ai beaucoup travaillé dans cette vénérable institution, l'hôpital Saint-Louis, où justement j'ai développé un petit peu cet aspect dermatologie sur peau foncée, sur peau noire, etc. Et de fait de travailler en tant que médecin, en tant que clinicien sur ce sujet, ça m'a ouvert les yeux un peu sur les questions, sur l'importance de la couleur de peau, de la pigmentation, et ça permet d'avoir un regard médical sur les questions posées par la couleur de peau. La première étant, elles ne sont pas très variées dans la salle, comme l'a remarqué Emma fort justement, et comment dire, ce regard de médecin, je voudrais le partager avec vous parce que je pense qu'il est un peu différent et complémentaire à la fois du regard qu'on peut avoir personnellement à partir de notre expérience, de nos émotions, de notre lieu de vie, etc. et à la fois du regard, je dirais, scientifique, intellectuel des sciences humaines. Alors pour commencer, je mets cette photo, ce sont des crayons, et vous avez bien compris que ce n'étaient pas des crayons de couleur, hein, mais ce n'est pas non plus des crayons noirs. Donc les deux expressions, s'agissant de l'humain, c'est pareil, on n'est pas noir, on n'est pas non plus de couleur. Pourquoi on n'est pas de couleur? Parce que contrairement aux toucans ou à certains poissons ou à certains invertébrés, l'homme, l'espèce humaine, comme tous les grands mammifères, a une gamme très limitée de pigments. On va en gros d'un beige très clair, un peu rose, jusqu'à un marron très foncé, presque noir, parce qu'il n'y a qu'une seule variété de pigments, vous l'avez appris avec le professeur Meunier, qui est la mélanine, enfin avec différentes nuances de mélanine. Donc cette mélanine, elle va imprégner l'épiderme, il y en a plus ou moins. Emma Lacloune vous a introduit aux nécessités, aux lois de l'évolution qui font qu'en milieu ensoleillé, on garde plus de pigments. Alors il y a une évolution convergente évidemment des peuples, mais au fil des millénaires, qui vivent en pays ensoleillés, à la fois parce que c'est très inconfortable d'avoir des coups de soleil et le pigment protège contre les coups de soleil, à la fois il protège contre la dégradation des folates qui sont nécessaires à la formation d'embryons, etc. Et puis à l'inverse, lorsque les peuples migrent en régions moins ensoleillés, ils perdent leur pigment. Là encore, un avantage évolutif pour pouvoir synthétiser de la vitamine D, sinon on est rachitique. Donc, quand on parle de couleur de la peau, bien sûr, on veut parler de la rougeur ou de la jaunisse, etc. Mais ça, en général, c'est pas ça qu'on veut dire. Quand on parle de la couleur de la peau, on parle de la manière dont les kératinocytes, on a parlé, les cellules de l'épiderme, sont plus ou moins chargées en pigments. Voici une peau peu pigmentée, claire, parce qu'il y a très peu de pigments. Ici, vous voyez comment les cellules de l'épiderme sont plus chargées, une peau intermédiaire, et ici un épiderme très pigmenté. Donc par couleur de la peau, ce qu'on entend en général, c'est le degré de pigmentation mélanique de l'épiderme. Alors on va maintenant se transporter en 2020. On est au lendemain de la première vague de Covid et il y a dans un grand journal de dermatologie cet article qui est publié, c'est une lettre, et l'autrice de cet article, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris tous les articles de dermatologie qui relataient des signes cliniques observés pendant la première vague et elle a fait ce camailleux un peu des photos des patients, cette mosaïque de couleurs. Et elle dit simplement, regardez, dans tous ces articles, il n'y a presque pas de noir, c'est un peu comme dans cette salle, il n'y a presque pas de peau très pigmentée.
hein. Alors l'article a été un peu critiqué, etc., mais il a fait des émules, et c'est vrai ce qu'elle dit. Et ça a été repris, par exemple, vous voyez, beaucoup de gens sont mis à compter les photos. Dans les traités de dermatologie, dans les livres de référence, quelle que soit la langue, et dans les articles de journaux, on ne voit que des patients photographiés à peau claire. Or ça présente un problème, parce que la dermatologie, on l'a déjà dit ce matin, c'est une spécialité clinique. L'enseignement de la dermatologie, on a besoin des photos, on a besoin de montrer des choses, et c'est comme ça qu'on apprend. Et si vous apprenez, par exemple, que ces taches sont rosées, parce que c'est ce qui est marqué pour cette maladie, dans les livres, il y a marqué « c'est rose ». Hein. Et d'ailleurs, le nom de la maladie, c'est pityriasis rosée, parce que ça a été décrit au 19e et que ça a été décrit chez des Blancs et que c'est rose. On vous dit que ça, c'est jaune. On vous dit que cette acné-là est beaucoup moins grave que celle-là. Il y a des échelles de sévérité objectives qui vous disent que ça, c'est moins visible que ça. Hein, parce que c'est fait sur peau claire. On vous dit que cette malade est guérie en bas à droite. On vous dit qu'elle est guérie parce que ça ne gratte plus, il n'y a plus de relief, donc elle est guérie. Elle n'est pas guérie du tout, elle est complètement défigurée par sa maladie de peau. Donc il y a un problème. Dermatologie historiquement centrée sur les peaux claires. Pourquoi? Parce que c'est, comme toute la médecine moderne, c'est né au 19e avec des médecins blancs qui examinaient des malades blancs, hein, enfin clairs, européens, comme vous voulez. Enseignement insuffisant, prise en charge médicale inadaptée, pour toutes les raisons qu'on a un peu évoquées ici avec ces photos. Je suis désolé, mon exposé est beaucoup plus scolaire que le précédent, donc j'ai mis des petits points. Point numéro 1, c'est ça. Alors les médias grand public se sont saisis de ça, d'autant plus qu'il y a eu à l'époque l'affaire George Floyd avec un renouveau de questions raciales, entre guillemets. Vous voyez, le New York Times, le Guardian, etc. On dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en dermatologie? Vous vous occupez pas des patients qu'on a la peau foncée? Alors, nous, on a répondu avec les collègues à qui on travaille sur le sujet. Hein. On a dit, mais si, ça fait des décennies qu'on s'en occupe et qu'on tire la sonnette, qu'on dit, mais non, regardez, ce livre-là, on l'a publié avec une amie anglaise et un ami américain en 2012. Antoine Mahé l'a publié celui-là, qui est une référence avant, en 2004, je crois. Il vient de publier avec Ousmane Faye celui-là, une Cosa Glova, alors ça, c'est en Afrique du Sud, le Taylor qui est très... Voilà, donc ça fait quand même très longtemps qu'on en parle, qu'on fait des livres, qu'on fait des conférences. Hier après-midi, j'ai encore fait 3 heures de cours sur la peau noire à une association de dermatologistes à Grenoble. Et on fait ça souvent. Mais au fond, on va arriver au deuxième point. Si on réfléchit, ça rime à quoi cette histoire-là? De faire des cours de dermatologie sur peau noire ou de faire des livres ou des chapitres entiers? Ça signifie quoi? Personne n'a jamais vu un livre qui s'intitulerait Dermatologie sur peau claire, Dermatologie du malade européen. Hein? On ne fait pas de cours là-dessus. Hein. Autrement dit, c'est comme Coluche, vous savez, c'est l'histoire d'un mec normal, blanc. Hein. Autrement dit, la normalité, quand on fait ça, en fait, on est quand même très très centré. La normalité, c'est d'être blanc, être noir, avoir la peau foncée, c'est une variante de la normale. Donc on arrive à cette notion de coloricentrisme. Au fond de nos têtes, il y a ça. Et c'est très très dur de se décentrer. Apprendre à se décentrer d'un point de vue ethnique, d'un point de vue coloré pour la question dermatologique, c'est extrêmement difficile. Hein. Et il y a des efforts qui sont faits. Récemment, il y a un journal américain qui a fait ça. Hein. Ce qu'on devrait faire pour chaque maladie, on devrait avoir la version sur une peau claire, la version sur une peau foncée, si ces versions diffèrent. Hein. Ça serait la logique. Mais se séparer de notre coloricentrisme, c'est très difficile. Alors, il y a un troisième problème qui arrive. Il y en a 10 au total, je vous rassure. J'ai pris là le traité de référence en langue française qu'on appelle le SORA, du nom de son premier auteur, et il y a un article sur cette maladie qu'on a vu qui s'appelle pityriasis rosée, on dit PRG. Et alors dans cet article, il y a comme souvent en médecine la forme typique. On prend une forme modèle, en général c'est un adulte blanc de sexe masculin évidemment, et puis après on décline ce qu'on appelle des formes cliniques. Alors le nourrisson, le diabétique, l'immunodéprimé, la femme enceinte, etc., etc. Et là inévitablement on trouve ces formes liées au terrain. L'article est merveilleux, c'est un très grand dermatologue qui l'a écrit, mais il écrit chez les sujets immigrants d'Afrique, etc., etc., etc. Le PRG est comme ci, comme ça. Les séquelles ou hyperlipopigmentées sont fréquentes. Si on réfléchit à ce qui est écrit dans ce petit paragraphe de notre livre de référence, il est écrit que le sujet est immigré. Donc ce qui compte, c'est peut-être les conditions de vie des immigrés, hein, dont on sait qu'elles sont, au point de vue environnemental, social, socio-économique, parfois difficiles, psychologiques.
Ce qui est écrit, c'est qu'il vient d'Afrique, donc est-ce qu'il a été soumis à l'environnement différent sur le plan climatique, sur le plan des maladies infectieuses? Ce qui est écrit, c'est qu'il vient d'Afrique, donc est-ce que ça veut dire qu'on soupçonne qu'il a une ascendance génétique, des particularités de son ascendance génétique liées à l'Afrique, comme la couleur de peau? Ce qui est écrit, c'est qu'il y a des troubles pigmentaires, est-ce que c'est parce qu'il est pigmenté? Vous voyez, quand on emploie un mot comme ça, quand on parle du sujet dont je vous parle, on est toujours dans la confusion, et c'est ça notre troisième problème. Alors, la quatrième question, ça va être, est-ce qu'il y a un moyen de parler que de la couleur, qu'il n'y ait aucune arrière-pensée, ni géographique, ni ethnique, ni génétique, ni, entre guillemets, raciale? Parce que Black, Brown, Beige, il y a plus qu'une arrière-pensée de la part du musicien. Mais prenons nos mots, noir, brun, beige, blanc, jaune, rouge, marron, coloré, de couleurs, métis, bronzé, café au lait, tout ce que vous voulez. D'une part, c'est complètement imprécis, et d'autre part, il y a toujours une arrière-pensée raciale ou géographique. Caucasien, le pire des mots, qui ne veut rien dire, mais qui est employé comme une espèce d'euphémisme pour dire qu'on est d'ascendance européenne. Asiatique, hispanique, ça veut dire qu'on parle espagnol. Indien, métis. POC, people of color. Black, indigenous and people of color, etc. Tout ça, c'est des questions sociales, c'est des questions raciales, c'est des questions ethniques, c'est pas des questions de couleur. Et d'ailleurs, on a... Enfin bon, voilà. Alors, pour essayer d'échapper à ça et de parler des couleurs, il y a un euphémisme, là encore, il y a une espèce de voie détournée qui est très utilisée par les dermatologues, c'est de parler du phototype de Fitzpatrick. Alors, Laurent Meunier, j'en ai peut-être parlé, parce que je suis désolé, je suis arrivé en retard ce matin, mais il s'agit de quoi? Au début, quand on a commencé à étudier les ultraviolets, il y a un dénommé Fitzpatrick, un grand dermatologue américain, qui a élaboré une classification en 4 stades pour les blancs, pour les Américains d'ascendance européenne. Donc soit, en gros, on prend toujours des coups de soleil, on ne bronze jamais, en gros c'est la peau laiteuse rousse, si on veut, soit on est très très clair, on prend systématiquement ou presque des coups de soleil et on peut à peine bronzer, soit on est un peu intermédiaire, soit on est type 4, ça veut dire on a une peau qui est mate et qui bronze facilement, on ne prend pas très facilement des coups de soleil. C'est pas fait pour décrire les couleurs de peau, ça, c'est fait pour décrire les réactions au soleil. Alors après, on a rajouté 2 catégories artificielles pour pouvoir parler des noirs. Mais quand on réfléchit à cette classification de Fitzpatrick modifiée qui est très utilisée actuellement, si on regarde bien, alors non pas l'échelle de couleur qui est fausse à côté, mais les visages qui se présentent à nous, si on regarde bien, on fait quoi? On fait 4 classifications très fines pour des subtilités chez les blancs, et puis 2, alors que l'éventail, 2 pour les, entre guillemets, les noirs, les pigmentés, ceux qui ne sont pas européens, alors que leur éventail de couleurs, si on regarde scientifiquement, on n'est pas sûr du tout que cette classification, elle est, entre guillemets, juste, c'est-à-dire régulière sur un plan mathématique. Et ça, c'est un gros problème. Alors, j'ai peut-être pas le temps, il faut que je regarde un peu où on en est. Ça fait combien de temps? 10 minutes, là? Donc, je peux parler un peu de la couleur. Alors cette question de la couleur, alors vous connaissez peut-être un peu ce qu'on appelle la sphère des couleurs, le système normalisé sur 3 axes. Les 8 millions en gros de couleurs que l'œil humain peut distinguer, on peut les répartir sur un espace à 3 dimensions avec 3 axes. Vous connaissez ça sur votre logiciel. Bleu, jaune, rouge, vert et puis blanc, noir. Alors ça ne forme pas une sphère comme ça forme une espèce d'espace biscornu, c'est un peu compliqué. Et on peut mesurer avec un réflectomètre ce qui se passe sur une surface et comment on se situe avec les coordonnées cartésiennes sur ces 3 axes dans l'espace. Et on obtient les coordonnées de la couleur dans le système international standard LAB. LAB astérisque, c'est une variante. Alors il y a des chercheurs de L'Oréal qui ont dit, nous on va faire un truc comme ça, on va prendre l'axe LB, c'est l'axe blanc-noir, le demi-axe jaune-bleu, on va prendre que le jaune, et on va prendre les couleurs qui se situent dans cet espace, cette espèce d'émi-plan, ça va faire une sorte de banane, on va les diviser en 6 catégories, on va appeler ça Individual Typology Angle, et on va avoir 6 catégories. Et alors, le truc, c'est qu'il retombe sur la classification de Fitzpatrick. En gros, on a 2 cinquièmes de la banane qui est divisée en 4 catégories et 3 cinquièmes qui sont divisés en 2 catégories. On est toujours, coloricentré. C'est pour ça qu'on travaille avec une équipe en ce moment à essayer de trouver une autre classification. Alors, c'est des travaux en cours, mais en gros, on travaille à partir de ce qu'on appelle l'index mélanique. Et vous voyez, la population européenne, elle n'est pas très variée. La population du Ghana,
comment ça s'étale, c'est-à-dire comment il y a des différences, mais vous ne le savez pas, on ne le soupçonne pas. On est tellement centré par nous-mêmes, on ne voit pas les différences qu'il y a chez les autres. Alors, vous me direz, bon, c'est bien, j'ai parlé de la couleur, on est au 4e point, la couleur indépendante du reste, mais les races, qu'est-ce qu'on fait des races en médecine et en dermatologie? Alors ça, c'est l'album de Jeune quand j'étais jeune, enfin quand j'étais enfant, et ça, c'est les années 60, donc, et ça, c'est la classification des races selon Kuhn en 1962, qui aujourd'hui sert encore, parce que tous les livres de médecine, tous les articles parlent encore de caucasien, ce qui est un terme absurde. Alors évidemment, elle ne marche plus, ma flèche? Voilà, hein, évidemment, les races, ça n'existe pas. Il y a maintenant de la bioinformatique avec des gens qui font de la génétique des populations, qui reconfigurent l'histoire des migrations des populations humaines, et les distances génétiques entre différentes populations ne sont pas du tout représentatives des systèmes raciaux qui sont quand même principalement hérités du 19e siècle et des idéologies raciales et racistes. Donc on oublie tout ça qui n'a pas de base biologique. Donc il n'y a plus de race. Il n'y a plus de race, mais quand même, il y en a encore. Alors, c'est le 5e point. Les anciennes classifications raciales, fausses biologiquement, qui sont ancrées dans l'histoire et dans des questions sociales, économiques, historiques, politiques, tout ce que vous voulez, est-ce qu'elles peuvent être encore un peu utiles? La réponse est oui. D'abord, c'est toute la littérature ethnomédicale américaine. Pourquoi? Vous allez aux États-Unis, vous prenez n'importe quelle maladie, n'importe quelle, tous les cancers, les diabètes, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, tout, hein, eh ben, c'est plus grave chez les Africains-Américains que chez les Américains d'ascendance européenne. Donc ça fournit une littérature très très riche avec des tas de questions. La question centrale étant, est-ce que c'est dû à des facteurs génétiques? Mais on a peur que ça soit dû avec des facteurs génétiques, parce que là, on retombe sur des questions raciales. C'est comme si on validait la notion de race alors qu'on sait qu'elle est fausse. Donc on a peur de cette... Donc on essaie de démontrer que c'est des facteurs d'environnement. Et de fait, essentiellement, c'est des facteurs d'environnement, des facteurs d'abord socio-économiques, d'accès aux soins et de culture. Vous avez entendu parler, par exemple, du refus des vaccins. De toute façon, on en a entendu parler en France. Le refus du vaccin Covid en France, notamment dans les îles des Antilles, mais aussi à Paris, il est franchement lié à une ascendance africaine antillaise qui est liée quelque part à la couleur de peau. Donc la couleur de peau, là, elle apporte une sorte de proxy, mais d'approximation dangereuse. Évidemment, parce qu'il y a toujours le risque de tomber dans le racisme. Alors ça, c'est donc l'utilisation des anciennes catégories raciales comme indice approximatif de déterminants environnementaux, socio-économiques ou culturels, c'est quand même utile pour réparer des injustices et des inéquités. C'est quand même bien de se dire pourquoi les Africains-Américains, les Africaines-Américaines meurent beaucoup plus de cancer du sein. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi, et pourquoi elles consultent plus tardivement ou n'importe quoi. Il y a un truc amusant, je vais prendre une minute de plus, tant pis, c'est l'histoire des frisants. Hein. Il y a eu en 2012 une énorme enquête qui a été publiée par une grosse équipe d'épidémiologie dans le plus grand journal d'épidémiologie. C'est à peu près 25 000 femmes qui ont été suivies pendant 9 ans pour voir d'un côté combien elles se défrisaient, les femmes africaines-américaines, et de l'autre, combien se faisait enlever l'utérus. Parce qu'on sait tous d'expérience que les femmes d'ascendance africaine en France, aux Antilles et aux États-Unis font plus de fibromes, avec plus de saignements, des fibromes plus gros, plus de danger, etc. Donc elles se font plus souvent faire une hystérectomie. Eh bien, l'étude a validé une corrélation entre le défrisage et l'hystérectomie. Donc moi, je venais sortir d'une campagne d'épigmentation avec la mairie de Paris. La mairie de Paris m'appelle en me disant « faut que vous fassiez une campagne contre le défrisage ». Je dis « Non. Moi, je pense que c'est génétique, personnellement ». Et 3 mois après, il y a une étude utilisant des marqueurs génétiques qui a dit, bah oui, il y a moins de fibromes quand les femmes africaines-américaines ont plus de pourcentage de marqueurs génétiques d'ascendance européenne, puisqu'on est tous quand même un peu mélangés. Voilà, donc on a toujours peur de dire que c'est un facteur génétique, et il ne faut pas le dire a priori, et donc il faut étudier les facteurs d'environnement. Question complexe. On va arriver dans la science. Alors, une courbe de Gauss, hein, cette courbe en cloche, qui représente la variation du nombre de globules blancs, on va faire simple, dans une population normale, saine, qui n'a pas de problème. Donc il y en a qui en ont beaucoup, la moyenne elle se situe là, hein, autour de 4000, 5000, enfin près de 5000, et puis quand il y en a très très peu, eh ben, statistiquement, eh ben, il y a plus de probabilité qu'il y ait une maladie, donc c'est les normes statistiques d'un laboratoire de biologie, hein, il y a ça pour absolument toutes les normes biologiques.
Valeur de référence normale du laboratoire, puis quand ça s'écarte trop, c'est pas bien. Donc quand c'est pas bien, on s'inquiète, on fait des examens complémentaires, on cherche une maladie, on oriente notre diagnostic si le malade a un problème, etc. Et puis là, les bâtons, c'est les mêmes valeurs mesurées dans une population saine qui va très bien, mais qu'on a caractérisé par un groupe sanguin particulier qu'on va appeler FYA-B-. Alors, vous voyez qu'ils ont une courbe qui est pareille à peu près, hein, une sorte de courbe en cloche, mais qui est complètement décalée sur la gauche. Autrement dit, cette population, normalement, a un taux de globules blancs sur la prise de sang qui est plus bas. Qu'est-ce qui se passe si on découvre un taux de globules blancs bas chez quelqu'un alors qu'on ne sait pas que cette personne a le groupe sanguin FYA-B-? Ben, on va se référer aux normes des autres, et donc on va s'inquiéter, on va donner des fausses pistes diagnostiques, on va retarder les diagnostics, on va angoisser le malade, on va lui faire des examens en plus, on va lui ponctionner la moelle, lui faire des examens, angoisse supplémentaire plus risque d'effets secondaires supplémentaires. Et surtout, si ce malade a une chimiothérapie anticancéreuse en cours, eh bien on va la diminuer parce que les chimiothérapies anticancéreuses font baisser les globules blancs. Donc, on va baisser intempestivement, voire arrêter un traitement et faire perdre des chances de traitement de son cancer au malade. Alors, vous comprenez où je veux en venir, puisque je vais vous montrer là la répartition du groupe sanguin FYA-B-, vous voyez, entre 98 et 100% dans les zones les plus rouges d'Afrique et presque rien ailleurs. Donc, finalement, c'est quoi ça? On savait depuis longtemps d'expérience que le fait d'avoir une ascendance africaine avec une peau très foncée était un marqueur approximatif qu'il fallait regarder différemment la prise de sang. Hein? Donc, il y a d'autres exemples comme ça qui nous disent que des anciennes catégories raciales peuvent être des indices approximatifs de traits génétiques d'intérêt médical. Évidemment, ça sera mieux quand on fera de la vraie médecine personnalisée avec le génome. Mais en attendant, ça nous donne une approximation. Mais toujours, alors il y a d'autres exemples, hein, avec par exemple certaines réactions très graves avec des médicaments qu'on observe en Asie, dans certaines populations, etc. Alors, je vais rester dans les trucs incompréhensibles, cette formule mathématique extraordinaire. En fait, c'est pour évaluer la fonction de filtration du rein à partir d'une prise de sang qui monte la créatinine. Alors, c'est une formule mathématique, etc. Simplement, on y a rajouté un facteur correcteur racial. Ce qui fait que tous les labos, ils vous disent, bah oui, si le malade est africain ou d'ascendance africaine, vous multipliez par 1,2. Or, plus la créatinine est élevée, moins le rein fonctionne bien. Donc si on surévalue le débit de filtration glomérulaire en multipliant cette formule, on va sous-évaluer l'insuffisance rénale, ou plutôt surévaluer la fonction rénale des patients. Or, il n'y a pas tellement de justification, ou plutôt la justification de ce facteur correcteur dit racial, qui est employé dans tous les laboratoires du monde, c'est d'abord un vague fantasme raciste du type « les Noirs, ils sont plus musclés », parce que la créatinine, ça dépend du muscle. Et puis c'est aussi tout simplement le fait que les Africains-Américains, ils ont plus d'insuffisance rénale. Alors le résultat de tout ça, c'est qu'on surévalue leur débit de filtration. Or, l'accès à la greffe rénale, il est dépendant, il est soumis à un certain taux abaissé de filtration, donc on retarde de 2 ans l'accès à la greffe. Donc on crée une injustice en voulant en réparer une, ou plutôt en voulant se servir de ce correctif racial. Donc ça a été dénoncé récemment, et il y a d'autres correctifs pour d'autres examens qui sont en cours d'examen aux États-Unis. Donc pour dire que quand on veut se servir des vieilles catégories raciales, il faut faire attention, et je vous ai mis un exemple de phrase tirée de l'édition 64 d'un livre de dermatologie d'Afrique du Sud, qui dit, finalement, les personnes de race africaine, elles ont la peau dure, elles font moins d'eczéma, la peau est plus solide, hein, donc on peut s'en servir pour manipuler des substances plus nocives. Donc ça, c'est un exemple typique de racisme appliqué à la médecine. Alors, pour terminer, prudence en recherche médicale. Si on veut montrer une différence entre deux populations, il faut d'abord qu'on ait un motif valable pour ne pas tomber dans le racisme. Il faut faire attention aux différences imaginaires sur les mythes raciaux très présents. Il faut faire attention aux présupposés de nature constitutionnelle, c'est-à-dire génétique des différences qui sont réelles. On a vu le fibrome. Faire attention aux difficultés de la définition des populations, et au total, pour ne pas risquer de valider par nos études des catégories raciales fallacieuses qui n'ont pas de support biologique.
En pratique clinique, quand on est devant patient, l'autre risque, c'est le risque d'essentialisation, c'est-à-dire de réduction d'une personne à une seule de ses caractéristiques, hein, donc c'est stigmatisation et racisme. Alors ce risque, il est toujours omniprésent dans notre pratique, quel que soit notre niveau d'étude et de conscience et de réflexion à ces problèmes, parce que c'est enraciné au fond. Hein. En médecine, sa traduction en médecine, c'est ce que Antoine May appelle l'overshadowing, c'est-à-dire des orientations diagnostiques et des choix thérapeutiques inadaptés parce qu'on est obsédé par le fait que le patient soit vient d'Afrique, soit à la peau noire, soit ceci, cela. Hein. L'overshadowing, ça se dit aussi au départ pour les prisonniers, pour les malades psychiatriques. Tous ces gens-là sont moins bien soignés parce qu'on est obsédé par une caractéristique qui vient masquer le reste. Donc, être prudent, mais le problème, c'est que quand on est trop prudent, il n'y a qu'un pas jusqu'au déni. Et le déni, c'est très fréquent. Moi, quand j'ai commencé à faire de la dermatologie sur peau noire, il y a beaucoup de mes amis qui ont dit « Mais quoi, t'es raciste, quoi, on est pareil ». Oui, on est pareil, mais différent, mais c'est compliqué. Donc, le déni en plus, avec les bonnes intentions, c'est souvent une forme d'ethnocentrisme, de coloricentrisme et de racisme. Parce que les gens, ils disent on est tous pareils, mais au fond de leur tête, on est tous pareils quand on est comme moi. On est tous pareils, on est blanc. Hein, donc c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc le déni, c'est un écueil très très fréquent dans notre milieu. On ne veut pas en entendre parler parce que, voilà. Hein. Alors, il y a des exemples sans arrêt où il y a telle peur du racisme qu'on dénie la différence. Bon. J'ai un ami qui faisait une grande étude sur le traitement des poux chez les enfants à Paris. Hein. Je lui ai dit, écoute, c'est intéressant, il y a des trucs très rigolos, parce que la forme des poils africains est différente, hein, une poil qui est plus fin, qui est plus ogivale en section, et donc il y a des questions intéressantes sur l'adaptation des pinces de poux à la forme des poils, etc. Enfin bon, bref, je dis, ça serait intéressant de savoir, on ne voit jamais de poux chez les enfants africains à Paris. Mais il est évident que le comité de machin chose a interdit formellement, il y a eu des articles, on a crié au racisme, impossible c'est le problème français, où il est impossible de parler des choses, mais on se masque les choses. Voilà, donc le dermatologue qui travaille sur la peau noire, tel Ulysse, entre le gouffre et le monstre, hein, c'est-à-dire entre d'un côté tomber dans le racisme et de l'autre côté nier les différences qui existent. Et le dixième point par lequel je termine, si on met côte à côte la persistance des mythes raciaux, la prudence qui va jusqu'au déni, qui fait qu'on n'ose pas en parler, on n'ose pas faire des études, les difficultés méthodologiques chaque fois qu'on veut répondre à une question, éliminer les facteurs d'environnement, définir les populations qu'on compare, etc., eh bien, beaucoup de questions que vous m'auriez peut-être posées, que ce n'est pas la peine de me poser, il n'y a pas de réponse. Des questions comme est-ce que les Noirs ont la peau plus sèche quand ils viennent d'Afrique? Est-ce que toutes les infirmières vous diront moi j'ai plus de mal à piquer hein, parce que la peau des Noirs elle est dure. Je ne peux pas vous répondre si c'est un pur fantasme raciste ou s'il y a une réalité parce que les études, on est incapable de les faire à l'heure actuelle pour différentes raisons. Voilà, eh ben, les points clés, ça c'est si on a qui sont très studieux et qui veulent prendre une photo pour se rappeler après, mais bon c'est mon côté... je n'ai pas l'habitude de... Voilà. Hein, bon, et puis, tous pareils mais différents. Merci de votre attention.